Sophia racontera comment j'ai repris ma vie et mis fin à l'influence toxique de mon mari Alex. Pour des raisons de confidentialité, j'utiliserai des pseudonymes. En tant qu'éminent avocat de mon État, le maintien de l'anonymat est essentiel. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur la façon dont Alex et moi sommes tombés amoureux, nous sommes mariés et avons finalement divorcé. Il s'est avéré que l'amour n'a jamais été vraiment réciproque. L'infidélité d'Alex l'a montré douloureusement clairement. Les signes étaient évidents, son éloignement croissant, ses absences excessives et son nombre croissant de voyages d'affaires. Malgré mes succès en tant qu'avocat, il m'a considéré comme un échec simplement parce que je gagnais moins que lui. Un jour, lors d'un énième de ses prétendus voyages, j'ai décidé d'enquêter sur son ancien ordinateur portable. J'ai trouvé un compte Facebook secret, preuve de mes soupçons, il trichait. La femme était magnifique, le genre de beauté dont il prétendait toujours que je manquais. Il avait souvent critiqué mon apparence, et maintenant, face aux preuves indéniables de sa trahison, je ressentais la douleur de chaque remarque cruelle qu'il m'avait adressée. Furieux et navré, je l'ai confronté dès son retour. « Alex, est-ce que tu me trompes ? J'en ai la preuve. » Il tressaillit à peine. Au lieu de cela, il expira comme s'il était soulagé. « Sophia, tu n'es plus si intéressante. Tu t'enterres dans des affaires inutiles et tu me négliges. Et soyons honnêtes, tu n'es pas un mannequin. » Les mots ont frappé comme une gifle. « De quoi tu parles, Alex ? J'ai une carrière exigeante et tu le savais quand nous nous sommes mariés. Je ne t'ai pas négligé. C'est toi qui as arrêté de rentrer à la maison, qui as refusé de communiquer. » Plutôt que de montrer une once de remords, il a redoublé d'efforts, me blâmant pour sa liaison. Ces accusations étaient sans fondement et je les dénonçais. Mais au lieu de se défendre, son expression devint froide. Puis, avec une facilité déconcertante, il révéla la vérité. « C'est bien que tu l'aies découvert. Je n'ai plus besoin de cacher ma belle petite amie. Elle et moi aurons une vie parfaite ensemble après mon divorce. Enfin, j'épouserai quelqu'un digne de mon nom. » La pièce semblait basculer. L'homme à qui j'avais consacré des années de ma vie se tenait devant moi, non seulement impénitent mais jubilatoire, comme si je n'avais été qu'un inconvénient, un tremplin vers quelqu'un qu'il considérait meilleur. Les larmes ont brouillé ma vision. « Comment peux-tu dire ça ? Je t'ai soutenu à travers tout. J'ai honoré mes vœux. » « Ça n'a pas d'importance, » m'a-t-il coupé, sa voix empreinte de condescendance. « Je suis devenu trop grand pour toi. Je suis maintenant propriétaire d'une entreprise prospère, et une femme avec une apparence moyenne et un diplôme en droit prétentieux ne me fera aucun bien. » J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. « Alors c'est tout ? Tu es vraiment en train de divorcer ? » Il s'est moqué. « Je n'y pense pas, Sophia. J'ai déjà décidé. J'ai engagé un avocat. Tu devrais commencer à faire tes valises. Je ne veux plus voir ta vilaine tête dans ma maison. » Quelques heures plus tard, comme pour tordre le couteau, Alex n'a même pas remis lui-même les papiers du divorce. Il les a envoyés par l'intermédiaire d'un ami, un homme qui ne pouvait pas vraiment croiser mon regard lorsqu'il les a remis. J'ai pris l'enveloppe, j'ai fermé la porte et j'ai laissé le poids de tout s'abattre sur moi. J'avais perdu des années avec un homme cruel et égocentrique. Mais alors que les larmes coulaient, quelque chose en moi a changé. Je ne laisserai pas cela me briser. J'étais plus fort que ça. Puis l'ami d'Alex a laissé échapper quelque chose. Il a dit qu'il pourrait traîner ça juste pour m'épuiser. Au début, je n'ai pas compris, puis ça m'a frappé, le contrat de mariage. Alex avait été si confiant lorsque nous l'avions signé, insistant sur le fait que s'il trichait, j'aurais droit à la moitié de ses affaires. Il avait ri à cette idée, jurant qu'il ne me trahirait jamais. Maintenant, il essayait de gagner du temps, espérant que je m'en sortirais sans me battre. Aucune chance. Déterminé, j'ai appelé son avocat et fixé un rendez-vous. 2 jours plus tard, j'ai fait mes valises et j'ai emménagé dans la maison de mon enfance, celle qui porte mon nom. Ensuite, j'ai envoyé un texto à Alex, j'ai déménagé. J'ai emporté mon visage laid et mon diplôme prétentieux de Los Angeles avec moi. Sa réponse n'a pas tardé, « Je suis content que vous ne fassiez pas d'histoire », suivi d'une remarque suffisante sur la réputation de son avocat. Je souris, sentant un nouveau feu en moi. Je n'abandonne pas ma part de l'entreprise. Désormais, vous aurez affaire à mes avocats. Son prochain message débordait d'arrogance. Je ne veux pas te parler. Vide tes déchets de chez moi. Ces paroles auraient dû faire mal, mais au lieu de cela,
elles m'ont alimenté. C'était presque risible à quel point il comprenait peu à qui il se retrouvait confronté. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré son avocat, Jake, dans un café. Au moment où je suis entré, il est devenu pâle. Au début, ses mains tremblèrent légèrement, puis la reconnaissance s'installa et il essaya de se ressaisir. Il s'était attendu à une ex-femme anonyme et impuissante. Au lieu de cela, il m'a eu. « Bonjour, Jake, saluai-je doucement. Mettons les choses au clair. Je suis la femme d'Alex. » Sa pomme d'Adam bougea. « Madame, balbutia-t-il, ses mots étant nerveux. Les noms de famille ne correspondent pas parce que j'ai gardé mon nom de jeune fille professionnellement, clarifiai-je, regardant la prise de conscience se dessiner sur son visage. Jake hésita, puis marmonna, « Alors, je suppose que tu es là pour bloquer l'affaire ?» C'est ce que mon client a laissé entendre, a-t-il déclaré. Je me penchai légèrement en avant, ma voix ferme. Votre client se trompe. C'est lui qui essaie de retarder les choses. Mais laissez-moi vous assurer que ce divorce se déroulera selon mes conditions. Et je réclamerai ce qui m'appartient de droit. Jake déglutit difficilement. Il m'avait sous-estimé. Ils l'avaient tous fait. Mais ce n'était que le début et j'avais bien l'intention de gagner. Jake s'agitait sous mon regard, visiblement mal à l'aise. Je n'étais pas du genre à perdre du temps avec des plaisanteries. Tu n'es pas obligé de répondre à ça, Jake. Je connais Alex depuis plus d'une décennie. Je l'ai épousé, pour l'amour de Dieu. Je sais exactement ce qui se passe dans son crâne épais. Je pouvais voir le malaise dans ses yeux, alors j'ai décidé de lui donner un peu de clarté. Puisque je te connais et que ce n'est pas juste pour toi, je vais te révéler la vérité sur ce divorce. Jake cligna des yeux, sa surprise palpable. Que voulez-vous dire, madame? Je me penchai, les yeux perçants. Est-ce que votre cher client a mentionné qu'il m'avait trompé? Le visage de Jake changea. Il a été surpris et je pouvais dire que la nouvelle l'avait frappé plus durement que prévu. Son expression l'a trahi, confirmant mes soupçons. Je ne mentirai pas. C'est encore un peu difficile d'admettre que j'ai été trahi, dis-je. Dire cela à un collègue ne me convenait pas, mais je savais qu'il valait mieux ne pas laisser échapper mes émotions. J'avais le contrôle maintenant. Jake, de son côté, n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Oh non. Je ne pense pas qu'il en ait parlé, balbutia Jake. Mais il a dit que vous porteriez probablement des accusations sans fondement pour le ruiner. Je ne pouvais m'empêcher de sourire amèrement. Le pauvre, Jake. Tu joues de toi comme du violon. Mais bon, ça pourrait te réconforter de savoir qu'Alex pense que tu es l'un des meilleurs avocats de la ville. Eh bien, c'est tout un compliment, dit Jake, la voix tendue. Mais je ne serai jamais à la hauteur de vous, madame. Ses paroles étaient sincères, quoique légèrement désolées. J'aurais aimé qu'il me dise que sa femme était avocate. Il a seulement mentionné que tu travaillais dans un cabinet. Mon rire était vif, un peu amer. Alex n'a jamais pris mes réalisations au sérieux. Il a toujours essayé de saper mon travail. Mais vous savez, c'était intelligent de signer un accord prénuptial. Je m'en félicite. Le mot « prup » frappa Jake comme un coup de poing. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Je pouvais voir la prise de conscience s'installer. Alex avait commodément laissé cela de côté, espérant que je l'avais oublié, ou que Jake ne creuserait pas assez profondément pour le découvrir. « Il y a un problème ?» demanda Jake, la voix basse de surprise. Je n'étais pas au courant. « Avez-vous une preuve, madame ?»« Preuve ?» ai-je demandé, feignant la surprise. « Oh, j'ai plein de preuves. » J'ai ouvert nonchalamment mon sac à main et j'en ai sorti les papiers du divorce, les photos, les messages, tout ce que j'avais rassemblé. Preuve de sa trahison, de ses mensonges. Jake feuilleta les journaux, son expression passant de l'incrédulité à la résignation. Il soupira finalement en me regardant. « Je vois que vous avez tout, madame. » Je n'avais aucune idée de tout cela. J'ai croisé les bras, lui laissant un moment pour réfléchir. Je m'en doutais et je comprends à quel point il est difficile d'avoir affaire à un client peu fiable. Ce n'est pas comme si vous pouviez contrôler ce qu'il vous dit. Jake hocha la tête en silence. Vous avez raison, madame. Je pense que c'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Je devrais parler à mon client avant de poursuivre l'affaire. Quelqu'un vous contactera,
mais ce ne sera probablement pas moi. Je pouvais sentir son hésitation et je n'ai pas insisté. Je l'ai remercié pour son temps et j'ai quitté le café, sentant une calme résolution m'envahir. Je suis retourné au bureau, élaborant ma propre stratégie pour le divorce. Toute tristesse persistante que j'avais ressentie plus tôt avait été remplacée par quelque chose de bien plus fort, la rage. Et j'étais déterminé à faire en sorte qu'Alex subisse les conséquences de ses actes. Comme prévu, Alex n'a pas mis longtemps à me répondre. Il a appelé mon numéro tout en insistant pour que je reste loin de lui. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. Il s'était lancé là-dedans, et maintenant il était. Je ne veux pas faire ça à ma mère, dit James, sa voix semblant vaincue alors qu'il tendait une clé USB. Ce qu'il y avait dessus m'a glacé le sang. C'était un enregistrement de Patricia parlant à quelqu'un que nous pensons être soit un ami, soit peut-être son avocat. Elle préparait tout, disant des choses comme « Une fois que j'aurai l'enfant, je changerai d'état. » Elle ne ripostera pas. Elle est trop faible. Si je dois mentir, je mentirai. C'est pour le bébé. Mentir, manipuler, disparaître avec notre enfant. Marc et moi avons écouté en silence. J'ai pleuré, mais pas de tristesse, seulement de rage. Cette nuit-là, nous avons présenté les preuves à notre avocat. Elle a écouté et a dit. Cela change tout. Mais ce que Patricia ne savait pas, c'est que Marc était déjà en train de déposer quelque chose de son côté, quelque chose qui allait bouleverser toute cette affaire. Et juste au moment où nous pensions que tout était sous contrôle, une lettre est arrivée de l'avocat de Patricia. Il ne s'agissait plus de garde. Maintenant, elle me poursuivait en justice pour diffamation. L'intrigue venait de s'épaissir. La poursuite en diffamation n'était pas seulement une tactique alarmiste, c'était réel. L'avocat de Patricia a affirmé que mes fausses accusations d'abus et de manipulation, ainsi que l'ordonnance de non-communication, avaient porté atteinte à sa réputation et à sa santé mentale. J'ai failli rire en lisant la lettre. Cette femme avait tenté de voler mon enfant à naître, et maintenant elle jouait la victime? Notre avocat n'a pas été amusé. Cela a pour but de vous distraire et de vous mettre la pression, a-t-elle déclaré. Ils veulent vous épuiser avant l'audience pour la garde. Restez concentrés. Nous sommes donc restés concentrés ou avons essayé de le faire. Mais ensuite quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Un soir, Marc rentra tard du travail avec une enveloppe jaune. Aucune adresse de retour. Il avait été remis en main propre à son bureau. À l'intérieur se trouvait une photo, moi, assis sur notre porche, buvant de l'eau, la main sur le ventre. Marc l'a retourné. Au dos, inapte. Nous avons appelé la police. Ils ont ouvert une enquête, mais sans empreinte digitale ni témoin, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de regarder par les fenêtres. Je me sentais surveillé, en danger. C'était comme si quelqu'un attendait que je me trompe, qu'il me surprenne en train d'être une mauvaise mère. Cela m'a frappé durement. J'ai commencé à tout remettre en question. Aurais-je dû retourner travailler au cours du 2e trimestre? Mon stress a-t-il fait du mal au bébé? Étais-je paranoïaque? Marc a vu ce que ça me faisait. Il a commencé à dormir près de la porte d'entrée avec une batte de baseball. 2 jours plus tard, James a rappelé. Il murmurait. Vous devez savoir quelque chose, dit-il. Maman ne travaille pas seule. Je me suis figé. Que veux-tu dire? Elle a quelqu'un qui l'aide, qui lui donne des informations sur toi, sur ton emploi du temps, qui... Il y a eu une pause, puis il l'a dit. Votre ami Michel. Je pensais qu'il plaisantait. Michel était ma meilleure amie depuis l'université. Elle était la demoiselle d'honneur de mon mariage. Elle m'a aidé à planifier la révélation du genre. C'est elle qui m'a dit. Ne vous inquiétez pas, Patricia est juste dramatique. Ça va exploser. Apparemment, Michel avait rencontré Patricia en secret, l'aidant à monter un dossier, lui transmettant même des choses que j'avais dites lors de conversations privées. Elle travaillait des 2 côtés. James a dit. Mais elle a été payée. Ta belle-mère lui a donné de l'argent. Je n'ai même pas pleuré cette fois. J'avais juste froid, trahi d'une nouvelle manière. Nous avons confronté Michel. Elle a d'abord nié, mais lorsque Marc lui a montré un relevé bancaire, l'un des clips audio mentionnait le paiement, elle s'est effondrée. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin, a-t-elle déclaré. Je pensais qu'elle voulait juste des mises à jour.
Des mises à jour sur ma vie. Marc lui a dit de sortir et de ne jamais revenir. Notre avocat a ajouté cette trahison au dossier. Elle a déclaré que cela détruirait la crédibilité de Patricia devant le tribunal. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Une semaine avant la date prévue de mon accouchement, je me suis réveillé avec la vitre de ma voiture brisée. Rien de volé, juste une couverture pour bébé que Patricia m'avait donnée au début de ma grossesse, soigneusement placée sur le siège conducteur. J'ai de nouveau appelé la police. Toujours aucune preuve, aucune empreinte digitale, aucun témoin. Mais cette fois, je suis allé directement au tribunal de la famille et j'ai demandé une audience d'urgence. Notre avocat a tout présenté, les photos, les menaces, les enregistrements audio, la trahison de Michel, la surveillance. Nous avons eu l'audience. Le juge l'a programmée 3 jours après ma date d'accouchement. Le moment ne pourrait pas être pire. Maintenant, voici la tournure. J'ai commencé le travail tôt. Les os se sont cassés à 1h42, 3 jours avant l'audience. Panique totale. Marc m'a emmené d'urgence à l'hôpital. Mais devinez qui est arrivé? Patricia. Elle ne figurait même pas sur la liste des visiteurs autorisés. Elle l'a découvert par quelqu'un, nous pensons que Michel le lui a dit ou peut-être qu'elle nous a suivis. Elle s'est présentée dans le couloir de l'hôpital et a demandé à entrer dans la chambre. La sécurité a dû l'escorter, mais pas avant qu'elle ait crié. Tu ne me la cacheras jamais. Elle est à moi aussi. Marc a failli heurter un mur. L'hôpital a renforcé la sécurité. J'ai accouché de notre fille le lendemain matin en bonne santé, belle, 7 livres 6 onces. Nous l'avons appelée Ivy. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Alors que je tenais ma petite fille dans mes bras pour la première fois, Marc a reçu un appel de notre avocat. Patricia avait déposé une demande de tutelle d'urgence temporaire auprès du tribunal alors que j'étais encore en convalescence. Elle essayait de faire sortir le bébé de l'hôpital et de le confier à ses soins. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Notre avocat nous a dit. Cette prochaine audience, c'est la guerre. Ainsi, à peine 48 heures après mon accouchement, je me préparais à témoigner devant le tribunal. Bébé Ivy dans mes bras. Le matin de l'audience, j'ai à peine dormi. Ivy n'avait que 2 jours et mon corps me faisait mal d'une manière que je ne peux pas expliquer. Mais je n'allais pas laisser passer celui-ci. Pas après tout ce que Patricia avait fait. Je suis entré dans ce palais de justice avec Marc à mes côtés et Ivy enroulée contre ma poitrine. Patricia était déjà là, portant des perles, souriante comme si elle était une sorte de sainte. Son avocat était assis à côté d'elle, un homme de grande taille vêtu d'un costume trop cher pour quelqu'un qui représentait ce genre de fou. La juge, une femme sérieuse aux yeux perçants, a parcouru les dossiers avant de parler. Notre avocat avait remis plus de 100 pages de preuves, les photos, la trahison de Michel, les extraits audio, tout. La salle d'audience était complètement silencieuse. L'avocat de Patricia a commencé le premier. Il a ensuite parlé de son inquiétude pour l'enfant, de ses antécédents de santé mentale et de l'instabilité de la mère. C'était de la pure poubelle. Puis ce fut notre tour. Notre avocat a commencé lentement, calmement, clairement et concentré. Puis sont venus les enregistrements. La pièce bougea. Le juge se pencha en avant. Les gens au dernier rang ont commencé à chuchoter. Puis est arrivée la photo avec le mot « inapte » griffonné au dos. Et puis la trahison de Michel. Nous avons remis la transcription des aveux de Michel, les paiements, les messages, sa signature sur les bordereaux de retrait du compte de Patricia. Le sourire de Patricia s'estompa lentement. Elle a interrompu le juge. C'est un piège. Ils essaient de me faire ressembler à un monstre. La juge leva la main. Assez. Puis elle se tourna directement vers Patricia. Vous avez traqué une femme enceinte. Vous avez déposé des rapports frauduleux. Vous avez essayé d'accéder à des dossiers médicaux confidentiels. Vous avez envoyé des menaces. Vous avez payé quelqu'un pour les espionner. Et maintenant vous essayez de prendre son nouveau-né sous de faux prétextes. Est-ce exact? Patricia n'a pas répondu. Elle a simplement regardé son avocat comme si elle attendait qu'il la sauve. Il n'a pas bougé. Le juge s'est tourné vers moi. Madame Bell, dit-elle, voudriez-vous faire une déclaration? J'ai hoché la tête. Je me levai lentement, serrant Ivy plus fort. J'ai regardé directement Patricia. Tu me détestes parce que j'ai pris ton fils, dis-je.
Tu penses que cela te donne le droit de gâcher ma vie. Mais cet enfant n'est pas à toi. Tu ne la verras jamais. Pas maintenant. Pas jamais. Tu t'en es assuré. Marc m'a attrapé la main. Le juge hocha la tête une fois. Puis vinrent ces derniers mots. Patricia est belle, j'accorde une ordonnance d'interdiction permanente contre vous. Vous ne devez plus jamais contacter, approcher ou être à moins de 1000 pieds de cet enfant ou de ses parents. Votre demande de garde est rejetée. Votre action en diffamation est rejetée avec préjudice. Et vous êtes condamné à une amende pour avoir fait perdre du temps à ce tribunal. Boum. C'était fini. Mais voici le kicker. Alors que nous sortions de la salle d'audience, Patricia a complètement perdu la tête. Il a crié à propos des droits de la famille et du sang. Elle s'est précipitée en avant et a été interpellée par un huissier. Elle a fini en prison pour avoir agressé un fonctionnaire de justice. C'était la dernière fois que nous la voyions. Des mois plus tard, Michel a essayé de tendre la main, a dit qu'elle voulait s'excuser, qu'elle ne réalisait pas à quel point elle s'y était plongée et qu'elle voulait recommencer. Je n'ai jamais répondu. Elle a fait son choix. Patricia aussi. Quant à moi, je n'étais pas parfait non plus. J'aurais dû voir les signes plus tôt. J'aurais dû écouter mon instinct et interrompre Patricia avant que les choses n'en arrivent aussi loin. J'ai ignoré les signaux d'alarme. J'espérais toujours que les choses s'amélioreraient. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont empiré. Alors, quand je me suis finalement défendu, je me suis assuré qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Aujourd'hui, Ivy a 9 mois. Elle est en bonne santé, rit tout le temps, ne sait rien de ce que sa grand-mère a essayé de faire et elle ne le saura jamais. Pas sous ma montre.